Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Alexia Bertrand. Bonjour Fabrice Crofilet. Secrétaire d'État du gouvernement fédéral en charge du budget et de la protection des consommateurs. On va surtout parler budget aujourd'hui avec vous. Avoir une trajectoire budgétaire d'ici 2026 qui nous ramènerait sur les 3% de déficit, c'est réaliste ? Alors c'est surtout important parce que les règles européennes entrent à nouveau en vigueur en 2024 et la Commission européenne a publié ses orientations, donc la guidance que chacun des États membres doit suivre. Et la Commission est particulièrement stricte en disant qu'il faut revenir sous la fameuse règle d'or des 3% d'ici à 2026. Il faut réduire les déficits et c'est ce qu'on entend partout. Donc oui, c'est important et je crois que c'est réaliste est possible parce que vous savez que c'est un effort combiné à la fois de l'État fédéral mais des entités fédérées, c'est-à-dire des régions et des communautés. Ouais, donc l'objectif c'est de revenir même à 2,9% pour l'ensemble des entités d'ici 2026. Tout le monde est d'accord ? Les entités fédérées sont d'accord ? C'est-à-dire les régions, les communautés vous ont dit oui, merci Alexia, on est d'accord, on va le faire ? Alors hier, on a eu une conférence interministérielle avec les ministres du budget de chacune des entités fédérées, donc des régions flamandes, wallonnes, de la communauté française, de Bruxelles et le fédéral forcément. Et en fait, ce qu'elles ont dit, les entités fédérées, c'est qu'elles avaient toutes leurs propres trajets, qu'elles avaient validés, qu'elles avaient décidé dans leur gouvernement respectif et qu'elles avaient fait valider dans leur parlement et qu'elles vont suivre leur trajet. Et dans pratiquement chacune des entités, il y aura une amélioration. Et puis, l'État fédéral décide de son propre trajet aussi. Et quand on intègre tant le trajet de l'entité 1, l'État fédéral, que des entités fédérées, eh bien, on arrive à ce trajet aggloméré qui, progressivement, nous ramène sous ce chiffre de 3% de déficit en 2026. Ce chiffre, c'est vraiment parce que c'est l'Europe qui nous l'impose ou c'est juste de la bonne gestion ? Alors, c'est les deux, évidemment, parce que ce que dit aussi le gouverneur de la Banque nationale, si vous avez vu la presse de hier et aujourd'hui, c'est que ce qui est fondamental, parce qu'il y a évidemment toujours un lien entre déficit, dette, inflation, c'est de ramener nos déficits à des niveaux acceptables. C'est la seule chose qui permettra de stabiliser la dette et c'est la seule chose qui aidera aussi les banques centrales à lutter contre l'inflation. Vous avez dit pratiquement toutes les entités ont un trajet. Dans pratiquement, j'entends, il y a quand même un ou deux mauvais élèves. C'est qui ? Alors non, la communauté française va faire mieux que prévu. Donc la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est vrai que c'est difficile son trajet et quelque part, je peux le comprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas de leviers fiscaux. Donc elle ne peut pas non plus faire rentrer des recettes, donc elle est aussi limitée dans ce qu'elle peut faire. Et elle a des grosses dépenses en matière d'enseignement qui sont difficiles à compresser. La Belgique a levé hier un gros emprunt sur les marchés financiers. On parle de 3,5 milliards. Effectivement. Et c'est à 3,13%. C'est un taux élevé, en tout cas c'est le plus élevé depuis 2012. Ça veut dire que vous avez fait une mauvaise affaire hier ? Non, ça veut dire que c'est la conséquence mathématique de l'augmentation des taux d'intérêt qu'on avait d'ailleurs prévu, qu'on a prévu en partie dans le budget, mais c'est vrai qu'elle est plus forte encore pour les emprunts à court terme. Mais ça veut dire, pour que tout le monde nous comprenne bien, parce que tout le monde n'est pas forcément un spécialiste de la finance et des budgets, Alexia Bertrand, ça veut dire qu'aujourd'hui, emprunter de l'argent, comme dit la pub, ça coûte de l'argent, ça coûte même de plus en plus d'argent. Alors tout à fait, emprunter de l'argent... Ça veut dire que c'est une mauvaise idée d'emprunter trop. Alors on n'a pas le choix, c'est pour ça qu'il faut essayer de limiter l'emprunt. Et comment est-ce qu'on limite l'emprunt ? En limitant le trou budgétaire. Plus vous avez un déficit et plus vous avez un trou budgétaire, plus vous allez devoir emprunter pour le combler. Et plus les taux d'intérêt vont être élevés, plus ça va coûter cher d'emprunter et donc plus vous allez devoir rembourser en taux d'intérêt. Et c'est pour ça que on a parlé, vous avez entendu et lu dans la presse ces derniers mois, de l'effet boule de neige dans lequel on n'est pas. Je voudrais rassurer tous les auditeurs. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout la Grèce. Alors, on n'est pas dans une situation grecque, absolument, mais le risque dont on parle, quand l'endettement devient trop élevé, quand les déficits sont trop élevés, c'est qu'à un moment... toutes vos recettes sont affectées au remboursement de la dette et que le montant que vous devez rembourser absorbe quasiment tout votre budget. Et ça, c'est le risque de l'effet boule de neige. D'après le journal L'Écho, sur les emprunts de 2022, il y a déjà 10 milliards d'euros d'intérêt. C'est-à-dire qu'on doit payer déjà 10 milliards d'euros d'intérêt sur l'argent qu'on emprunte. Alors, ce chiffre, je ne sais pas d'où il vient et j'aimerais le vérifier parce qu'en 2022, l'État fédéral a payé 8,5 milliards d'intérêts qui passent
à 10 milliards d'intérêts en 2023. Donc je pense que ce chiffre-là, c'est probablement le montant d'accroissement d'intérêts, mais qui sera réparti sur une plus longue période. Alors comment on fait pour dépenser moins? Parce que vous nous expliquez que pour ne pas crouler sous l'endettement et ne pas payer trop de charges d'intérêt alors que les taux remontent, il faut dépenser moins. Comment on fait pour dépenser moins? C'est une très bonne question. Alors d'abord, on a fait toute une série d'économies et donc on a continué à économiser même dans des périodes difficiles. On a fait un effort fixe, on a fait un effort variable et là on vient de terminer un ajustement budgétaire où on va faire 1,8 milliard d'économies. Pour réellement faire des économies à long terme et mettre le budget en ordre sur le long terme, ce qu'il faut, c'est diminuer les dépenses et donc faire des réformes réellement importantes dans les pensions, dans la fiscalité et mettre davantage de personnes à l'emploi, atteindre ce fameux taux des 80% de taux d'emploi. Ça veut dire que vous allez être particulièrement attentive à ce qui va se passer dans le dossier des pensions et dans le dossier de réforme fiscale qui vont revenir dans les prochaines semaines avec Karine Lallieu et Vincent Van Peteghem. Bien sûr, parce que ce ne sont pas des dossiers qui vont aider immédiatement pour le budget 2023 et probablement pas pour le budget 2024. En tout cas, en matière de pension, ce sont toujours des réformes qu'on fait à long terme et qui rapportent. Il y a des périodes de transition longues. Ça veut dire que Karine Lallieu doit aller plus loin dans les économies en matière de pension que ce qu'elle a mis sur la table? Ce sont là les grosses masses. Les pensions, c'est à peu près la moitié des dépenses de sécurité sociale. On parle de 65 milliards d'euros et qui ne font qu'augmenter d'année en année. Elle doit économiser combien, Karine Lallieu, alors? Alors, on parle en termes de pourcentage du PIB. On doit être quelque part entre les 0,3% et les 1,1%. La Commission européenne qui nous demande de faire... en réalité, c'est nous qui nous sommes même engagés vis-à-vis de la Commission européenne à faire une réforme de pension. Et la Commission l'attend pour nous délivrer, pour libérer les fonds de relance qui représentent quand même 850 millions d'euros quand on parle de la tranche pour le fédéral. Donc là, on parle d'un effort d'1%. Alors, je ne sais pas si on atterrira à 1%. La Commission européenne n'a jamais donné un chiffre précis, mais ça doit être entre 0,3 et 1,1%. Mais comment on fait PIB. pour faire des économies dans les pensions, Alexia Bertrand? On ne va pas reculer de nouveau l'âge de la pension? Certainement pas. On va faire en sorte que les gens restent au travail plus longtemps? On doit diminuer le montant de certaines pensions? On doit compliquer l'accès à la pension? Non plus. Donc, il y a moyen de faire des tas de choses en pension qui ne font pas mal aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On a du mal à vous croire. On a du mal à comprendre comment on peut faire des économies. Comment on peut faire des économies sur les pensions sans que ça ne touche certains pensionnés? Alors, je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui, vous savez que l'âge légal de la pension est 65 ans, il va passer à 67 ans. Mais ce n'est pas l'âge effectif en Belgique de la pension. Donc, il faut ramener davantage l'âge effectif de départ à la pension de cet âge légal. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que les gens travaillent plus longtemps pour se rapprocher de l'âge légal. Et dès qu'il y a une restructuration dans une entreprise, les entreprises demandent à l'État fédéral de permettre des départs à la prépension à 55 ans. Mais vous avez tout à fait raison, c'est des sujets dont il faut discuter parce qu'aujourd'hui, on se rend compte donc on doit quand même forcer un peu les gens à travailler plus tard, entre là plus que 55 ou 56 ou 57 ans. Alors il va falloir travailler plus tard. Effectivement, un autre exemple, ce sont ce qu'on appelle les périodes assimilées. Vous savez que quand une femme, par exemple, prend un congé maternité, eh bien cette période compte pour sa pension. C'est normal et on ne reviendra pas là-dessus. C'est la même chose pour le chômage. Si vous avez un accident de la vie et que vous êtes au chômage 6 mois ou 1 an, ça compte pour vos droits de pension. C'est normal, on ne reviendra pas là-dessus. Ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir 30 années de période assimilée et que vous allez avoir une pension qui peut être la même que celle de quelqu'un qui a travaillé pendant toute cette période. Ça veut dire quoi? On doit la limiter à 10 ans, par exemple, les périodes assimilées, les périodes de chômage? Il faut limiter les périodes assimilées pour avoir des périodes de travail effectives. Alors, je ne vais pas donner de chiffres parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ce qu'il faut... Pour ceux qui sont concernés, ça a beaucoup d'intérêt. Alors, certainement, mais je crois que tout le monde comprend intuitivement qu'il faut qu'il y ait là-dedans un peu plus d'équité. C'est pas normal que des gens qui aient travaillé pendant 30 ans se retrouvent avec une pension qui soit la même ou parfois même moindre que quelqu'un qui a été au chômage pendant 30 ans. Est-ce qu'il y a un dialogue serein et est-ce que vous entendez avec vos partenaires de gouvernement sur cette idée-là, par exemple? Alors, il y a en tout cas une discussion qui aura lieu et puis on verra où on va aboutir parce qu'on est au tout début des propositions sur la table en matière de réforme des pensions. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir se mettre d'accord et il y en a d'autres sur lesquels on va dialoguer longtemps et on verra où on atterrit. Alors, on parle de dialogues qui peuvent être longs. Je vous emmène à l'après 2024, une fois qu'on aura voté. Il faut limiter dans le temps la période de négociation pour former des gouvernements ou pas? Alors, absolument, c'est urgentissime parce que les
périodes d'affaires courantes, contrairement à ce qu'on peut croire, ne sont pas bonnes pour le budget. C'est dramatique. On l'a vu entre 2018 et 2020. On s'est souvent dit, quand il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de dépenses. Voilà, c'est ce qu'on se dit souvent. Mais en fait, ces 2 ans qu'on a eu entre 2018 et 2020, sans gouvernement, ça veut dire sans effort budgétaire. Or, comme on vient de le voir, en fait, les coûts du vieillissement, les dépenses de pension, elles augmentent automatiquement, sans effort budgétaire, sans budget, et avec des majorités alternatives au Parlement qui votent par contre une série de mesures qui coûtent. Donc c'est dramatique pour le budget. C'est pour ça que c'est urgent d'avoir un gouvernement. Alors c'est quoi l'idée ? On dit on a 6 mois et si ça ne marche pas, on retourne aux élections ? Exactement, mais c'est plus précis que ça même. L'idée c'est que on veut créer une circonscription électorale fédérale, c'est-à-dire que quand vous dites tout on, c'est l'Open VLD, le Parti libéral flamand duquel vous êtes membre. Vous avez tout à fait raison de le préciser. Donc ce sont nos propositions pour les textes du Congrès. L'idée c'est qu'il y aura un formateur qui sera désigné automatiquement, et ce sera qui ? Ce sera celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans le plus grand parti dans cette circonscription électorale fédérale. Ça veut dire qu'à l'avenir, vous pourrez choisir... Même si c'est le Vlaams Belang, ça pourrait être le Vlaams Belang. Alors le Vlaams Belang, du coup, sera automatiquement nommé formateur pendant 1 mois, et s'il échoue, ce que sera le cas, je pense, au bout d'1 mois, eh bien on passera au suivant, donc, tous c'est-à-dire les mois, le deuxième. Un nouveau formateur. Alors, on donne effectivement l'occasion à chacun d'avoir 1 mois, et à la fin, si ça a échoué au bout de 6 mois, on repart aux élections. Donc ça, c'est la proposition que l'Open VLD va mettre sur la table. Il faut que les autres partis soient d'accord. Il faut éventuellement que le roi soit d'accord. Effectivement, il faut que l'ensemble des partis soient d'accord. Parce que jusqu'à présent, la désignation des formateurs, c'est une prérogative royale. Hein ? Alors, c'est juste, ceci ne veut pas dire que le roi sera mis hors jeu. Au contraire, le roi gardera évidemment un pouvoir d'influence et de dialogue, comme il le fait aujourd'hui en coulisses, réunira les partis. Il est quand même privé d'un atout quand même majeur, celui de désigner un informateur, un formateur, un démineur, un explorateur, un décapsuleur, si on veut. C'est vrai qu'on passe plus par cette période de démineurs, d'informateurs et de tout ce vocabulaire très fleuri qu'on trouve en Belgique pour ces différentes périodes. Peut-être que l'avantage aussi, c'est qu'on ne met pas le roi dans une situation embarrassante. Il faut nommer un parti extrême comme formateur. Vous n'êtes pas en train de déshabiller le roi avec cette proposition, quand même, Alexia Bertrand ? Loin de là, loin de moi cette idée. Je pense que cette proposition a le mérite de mettre une pression pour la formation des gouvernements. Or, tout le monde nous dit, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Commission européenne, que ce soit les agences de rating, qu'il y a une vraie inquiétude en Belgique sur la durée de formation du gouvernement. Donc il faut y faire quelque chose. Et vous êtes même allé plus loin au micro de VTM. Vous avez même suggéré qu'on diminue progressivement le salaire des ministres lorsqu'ils sont en affaires courantes. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de dire quand on est en affaires courantes, hors période de crise, en général, les gouvernements ont moins de compétences, moins de travail. Et donc, il faut que le salaire des ministres diminue de 4% par mois jusqu'à atteindre un plafond qui est le salaire des parlementaires, qui sera atteint au bout d'un certain nombre de mois. Et l'idée, c'est de mettre la pression pour une formation rapide d'un gouvernement et aussi de reconnaître tout simplement qu'en affaires courantes, il y a moins de travail et de responsabilité que lors d'une période de gouvernement de plein exercice. Une dernière question, la liste commune MR Open VLD, puisque vous avez un pied dans chaque parti, Alexia Bertrand, aux élections législatives, donc pour l'arrondissement Bruxelles, ça avance ou ça n'avance pas ? Alors, les discussions progressent, mais il faut qu'une décision soit prise. Effectivement, la question c'est, est-ce qu'on fait une liste commune à Bruxelles dans la circonscription fédérale, donc pour la Chambre. Avec Sophie Wilmès et Alexia Bertrand. Exactement, c'est la question. Et éventuellement Adjal Habib. Tout à fait. Et éventuellement Michel Demact et éventuellement d'autres. Est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait ? Alors non, c'est pas encore fait. Puisque vous aimez bien les deadlines et que ça ne traîne pas trop longtemps, vous fixez une deadline sur cette liste commune ou pas ? Alors j'en ai pas encore fixé, mais je pense qu'il faudra en fixer parce qu'à un moment il faut se décider. Et puis, qu'est-ce qui traîne ? Alors les discussions sont en cours. Je pense que les discussions sont aussi plus larges que celle-là. Il faut voir comment la famille libérale va s'organiser pour les élections de manière générale. Mais donc c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et vous commencez à perdre patience. Alors pas encore. Mais bientôt. Et je pense qu'il y a une véritable opportunité là surtout. Alexia Bertrand, merci d'avoir été avec nous. Merci.